donner ce cours. Merci, mais le micro, Ok. Donc, je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, je m'appelle Salvatore Puglia. Je suis vénézuélien, ça a été dit hier, et je suis chercheur à l'INSERM. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle TAGC, c'est Technologie avancée pour la génomique et la clinique à Marseille. Et donc j'ai une équipe qui travaille sur la génomique fonctionnelle, axée sur la différenciation de lymphocytes chez la souris et chez l'homme. Allez-y, peut-être que... Ok. Donc en fait, pendant cet atelier, je vais faire deux présentations. Si c'est pas, on peut le verrer. Ok. Donc je disais que je vais faire deux présentations. La première, donc, qui va être plutôt en fond de cours, où je vais introduire donc, les notions de base de la régulation de l'expression des gènes et les concepts donc, présents et les façons d'analyser donc, ces phénomènes à grande échelle. Surtout. Il est là de ce côté, comme ça, chaque fois que tu tournes. Je tourne parce que. Oui. Okay. Donc, surtout au niveau des mammifères, je pense que les notions qu'on va aborder, ça va s'appliquer aussi bien aux plantes qu'aux organismes modèles. Et donc, la deuxième présentation qui aura lieu demain, ça sera axé sur les travaux qu'on effectue au laboratoire. Et donc, de façon plus spécifique, la régulation de l'expression des gènes qui se spécifie au cours de la différenciation normale des cellules de lymphocytes. Okay. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc là, on va répartir, il y a cinq parties qu'on va aborder. Et je pense qu'on va s'arrêter donc de 40 minutes à peu près à la moitié. Donc vous allez faire migrer les gènes tout le temps, tous les gènes. Et ensuite, après la pause, donc, on finira le cours. Donc la première partie qu'on va aborder, c'est les concepts de base de la régulation transcriptionnelle et essayer de comprendre comment le génome, que ce soit chez l'homme, chez la souris ou chez les plantes, est organisé de façon fonctionnelle. Donc, en fait, on peut diviser, on peut avoir deux époques de la biologie moléculaire. Une première époque, en fait, qui va de la découverte de la structure de l'ADN dans les années 50, okay, où on a commencé donc, à comprendre les bases de l'expression des gènes, de la fonction des gènes, et jusqu'à le séquençage du génome humain, donc dans les années 2000, où à ce moment-là, on possédait finalement la totalité de l'information qui est contenue dans les génomes, mais pour l'instant, on ne savait pas trop comment l'interpréter, comment l'étudier. Donc il y a une autre époque qui commençait, qu'on appelle la post-génomique, donc depuis le séquençage humain jusqu'à aujourd'hui, où on essaye en fait de faire parler ces molécules d'ADN et d'essayer de l'exploiter donc au maximum. Donc on va parler de la régulation de la transcription. Et en fait, donc, comme vous savez, c'est le modèle des bases qui s'applique depuis les bactéries jusqu'à l'homme. Donc le schéma de la régulation de l'expression des gènes, donc qui commence en fait avec l'activation des gènes au niveau moléculaire, l'initiation de la transcription, l'épissage de ces transcrits, la sortie du noyau vers le cytoplasme jusqu'à la traduction en protéines. Okay. Nous aujourd'hui, ce qu'on va s'intéresser, c'est vraiment ces deux premières étapes qu'on appelle la régulation de la transcription. Donc comment les gènes vont s'activer et comment la transcription va pouvoir être initiée au niveau du noyau des cellules.
Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour fixer un peu les bases. Donc ça, c'est une molécule d'ADN. Donc on décrit en fait un gène avec son site d'initiation de la transcription. Donc à cet endroit-là, il va y avoir des séquences régulatrices, dont on va décrire plus en détail plus tard. Et le but de ces séquences régulatrices, c'est en fait de recruter tout un complexe enzymatique qu'on appelle l'ARN polymérase. En particulier, c'est des ARN messagers, c'est l'ARN polymérase 2. Et donc, après le recrutement de ces complexes protéiques, la transcription va pouvoir commencer. Et donc, il va y avoir une phase qu'on appelle l'initiation, donc du début du gène, et ensuite une phase d'élongation, pendant laquelle la polymérase va traverser tous les gènes jusqu'à la fin. Et à fur et à mesure qu'elle traverse, donc, elle va produire des molécules d'ARN qui vont ensuite être processées et finalement donc, pouvoir sortir du noyau. Donc c'est ce qu'on appelle l'ARN messager qui va ensuite être codé en protéines. Donc ça c'est le mécanisme de base. Et nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment cette polymérase-là va finalement arriver à rentrer en interaction en fait, avec les séquences régulatrices d'un gène donné, donc permettant la régulation de l'expression des gènes. Donc voilà. Donc, quand on regarde un gène en détail, donc la partie, on fait le début d'un gène, on s'aperçoit qu'il y a des structures de base qui forment en fait les séquences, ce qu'on appelle les séquences régulatrices. Dans ces séquences régulatrices, il y en a deux principalement. Donc, il y en a une qui est généralement retrouvée dans toutes les espèces, qu'on appelle le promoteur. Donc, c'est une séquence qui est en amont du site d'initiation de la transcription. Et cette séquence, en fait, est composée, donc, bon, dans ce cas, environ 200 paires de bases, mais ça peut faire aussi beaucoup plus selon le gène. Donc, c'est une séquence variable, en fait. Et cette séquence, en fait, contient des motifs, donc, en fait, des bouts de séquences qui vont être reconnus, en fait, par des facteurs protéiques, qu'on appelle dans ce cas facteurs de transcription, qui vont pouvoir se lier à l'ADN et, en fait, activer le processus de transcription. Dans beaucoup de cas, en fait, surtout chez les mammifères, la séquence promotrice en elle-même n'est pas suffisante pour coder l'information complète de régulation. Et en fait, on a identifié d'autres séquences régulatrices qu'on appelle dans ce cas élanceurs, qu'on pourrait traduire en français comme stimulateur ou séquences activatrices, stimulatrices, voilà. Qui sont en fait localisés de façon distante par rapport au promoteur. Donc, elles peuvent être localisées soit en amont du promoteur, mais aussi bien en aval et même à l'intérieur des gènes. Et donc, celles-là, aussi bien, comme les promoteurs sont aussi composés des motifs de fixation pour des facteurs de transcription, souvent de façon beaucoup plus compacte. Et c'est ces séquences-là qui vont permettre en fait, de faire la régulation fine de l'activation, de régulation transcriptionnelle des gènes. Donc, ces séquences régulatrices, donc élanceurs et promoteurs, ne sont pas les seules séquences régulatrices qui existent, mais en fait, il y a toute une panoplie. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore identifiées, mais les plus communes donc, sont décrites ici. Donc, il y a les silencers, donc ces séquences qui sont souvent retrouvées entre un promoteur et le gène qui est régulé. Et ces séquences-là ont la capacité en fait d'inhiber l'activité du promoteur dans certaines circonstances. Il y a aussi des insulateurs dont le rôle en fait est d'empêcher l'interaction entre un élanceur et un promoteur, aussi donc dans certaines circonstances. Et ensuite, dans certains gènes, on retrouve en fait des séquences très complexes qu'on appelle LCR, ou en anglais Locus Control Regions, qui en fait sont composés de plusieurs éléments régulateurs. Donc, il peut y avoir plusieurs élanceurs, avec des insulateurs, des silenceurs, en fait, une combinaison des séquences régulatrices qui permet en fait une expression très stable et très contrôlée des gènes. Donc, le but de cette diapositive, c'est d'illustrer en fait
l'évolution de la complexité des séquences régulatrices, depuis donc les organismes complexes, des eucaryotes unicellulaires, comme la levure, dans lesquels on retrouve des promoteurs en fait, très simples, donc les databox, qui sont les séquences consensus qu'on retrouve dans les promoteurs, et quelques autres séquences, mais de façon beaucoup plus réduite. Quand on regarde maintenant dans des génomes de cellules de mammifères, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a des promoteurs qu'on peut en fait diviser entre des promoteurs, la partie basale du promoteur, qui a l'information vraiment de base pour initier la transcription, avec des séquences un peu plus complexes, aussi promotrices, des silenceurs, des élanceurs, et peut-être en fait plusieurs élanceurs. Et toutes ces combinatoires des séquences régulatrices vont faire qu'en fait, un gène va pouvoir s'exprimer de façon convenable dans un tissu donné. Donc, conclure ces parties, en fait, finalement, ces séquences régulatrices peuvent être fixées par des facteurs de transcription, qui à leur tour vont fixer d'autres complexes protéiques, qu'on peut appeler des coactivateurs ou des médiateurs, dont leur rôle va être en fait de recruter eux-mêmes, d'interagir donc physiquement avec la machinerie de transcription, donc tous les complexes protéiques associés à l'ARN polymérase, qu'on appelle aussi, dans certains cas, PIC, qui veut dire en fait Pole to Initiating Complex. Okay? Et une fois donc cette machinerie recrutée, la transcription va pouvoir donc avoir lieu. Donc à ce niveau-là, en fait, il y a plusieurs mécanismes qui vont faire que cette régulation va être très spécifique. D'une part, ce qu'on appelle la combinatoire des facteurs de transcription, c'est-à-dire que c'est en fait une combinatoire. En fait, on sait que dans une cellule, en fait, il y a un nombre assez élevé de facteurs de transcription, TS, qui vont être exprimés en stade donné de la différenciation d'un tissu, par exemple. Et c'est ces combinatoires, en fait, qui va permettre de réguler de façon spécifique chacun des gènes, mais en fait, l'action de chaque facteur sur un gène n'est pas forcément la même. Par exemple, dans ce cas-là, dans le cas du gène A, le facteur 1 va avoir un rôle activateur également sur le gène B, mais sur le gène C, comme il va se retrouver dans un autre contexte régulateur, en fait, il va plutôt avoir un effet répresseur. La même chose pour le facteur, le facteur 2. Et finalement, tout ce combinatoire va faire que la régulation va pouvoir se faire de façon très élaborée. Donc dans ce cas, par exemple, le gène A, s'il y a le facteur 1 et 2 qui sont exprimés, eh bien, peut-être que le gène va être réprimé, parce qu'il y a l'effet du facteur 2 qui est plus important. Mais dans le cas du gène B, il y a uniquement le facteur 1 qui va pouvoir se fixer, et donc le gène peut être activé. Donc il y a toute une combinatoire qui peut se mettre en place. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui est important, la combinatoire. Et l'autre facteur qui est important, en fait, c'est la coopérativité entre les facteurs de transcription. Et c'est donc un concept qu'on appelle aussi le modèle énantiosome. Donc il y a des élanceurs, mais c'est en fait un complexe très stable qui peut se former au niveau des élanceurs. Et donc, je vais illustrer ça avec le cas de le gène codant pour l'interféron bêta, donc un gène qui est activé lors d'une réaction immunitaire en fait, et c'est un des gènes qui a été le mieux caractérisé au niveau de la régulation. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les facteurs de transcription qui se fixent sur les séquences régulatrices ne peuvent pas se fixer tout seuls. C'est-à-dire, dans le cas de l'élanceur de l'interféron bêta, il y a ces trois facteurs qui sont importants, NF-kappa-B, IRF et les facteurs ATF, CIJON. Mais s'il y a seulement un des facteurs qui est exprimé dans la cellule, ou de façon active, eh bien ces facteurs ne peuvent pas se fixer sur l'ADN. Il faut que
il faut que les trois facteurs soient en fait exprimés en même temps, okay, pour qu'ils puissent se fixer de façon coopérative sur la séquence régulatrice. Okay. Et ça permet en fait de bien réguler l'expression du gène, parce qu'il faut finalement en fait chacun de ces facteurs va être activé via une signalisation particulière, et donc il faut que les trois signalisations soient présentes pour que ces facteurs-là puissent se fixer sur la séquence régulatrice. Donc ça c'est la notion de coopérativité. Une fois que les trois sont présents, ils vont se fixer de façon très stable. Okay. Mais de toute façon, même une fois qu'ils sont fixés, ils ne vont pas être actifs tout de suite. Et donc la première étape, c'est l'étape de l'assemblage, et ensuite vient une deuxième étape d'activation qui va suivre en fait un certain nombre de procès qu'on va étudier plus tard dans le cours, mais qui vont permettre en fait de modifier localement la structure de la chromatine. Donc, on va bien définir après qu'est-ce que c'est la chromatine, pour permettre ensuite le recrutement final de la polymérase et permettre la transcription. Donc, les conclusions déjà pour cette partie, c'est qu'on peut dire donc, que le génome est organisé en fait, de façon fonctionnelle, ce qu'on peut appeler des domaines ou des régions en fait, cisrégulatrices, okay, qui vont permettre une expression efficace de chacun des gènes qui composent le génome. Donc ces séquences cisrégulatrices fixent des facteurs de transcription, des facteurs qui peuvent être de plusieurs sortes, donc des activateurs ou des répresseurs, des cofacteurs, mais aussi donc, ce qu'on appelle les GTF, donc c'est les General Transcription Factors, donc tout ce qui est, en fait, tous les facteurs qui sont associés au complexe de transcription, complexe de polymérase. Okay. Et donc, on avait conclu à la fin que cette transcription est bien sûr régulée, et elle est régulée en partie par le combinatoire des facteurs de transcription. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un seul facteur qui est exprimé, mais il en faut plusieurs, et ils vont agir de façon synergique pour contrôler la transcription. Okay. Donc ça, on a vu la première étape, que disons c'est au niveau de l'ADN lui-même, donc les facteurs qui peuvent se fixer. Mais on va s'apercevoir par la suite qu'en fait ces facteurs ne peuvent pas se fixer directement tout de suite sur l'ADN, puisque cet ADN est protégé par une structure protéique qu'on appelle donc, la chromatine. Et donc on va détailler plus en détail qu'est-ce que c'est. Je voulais juste te dire, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut s'arrêter au milieu, il n'y a pas aucun souci. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Concernant la régulation des gènes, vous avez dit qu'il y a des activateurs, des stimulateurs et des répresseurs. Dans le cas où cette régulation ne se fait pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les conséquences? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le cas où cette régulation ne peut pas se faire. C'est-à-dire que le gène est mal régulé? Voilà. Bon, il peut y avoir des pathologies, mais il peut y avoir aussi par exemple, dans le cas du cancer, voilà, très souvent c'est une dérégulation des... Donc c'est à ce niveau que ça démarre, finalement. Oui. Voilà. Et on s'aperçoit, donc on verra peut-être un peu plus après, souvent dans les cancers, il y a une dérégulation des facteurs de transcription, et puisque ces facteurs de transcription sont altérés, soit mutés, soit inactivés, il y a une dérégulation presque totale de l'expression de gènes, et la cellule devient finalement un peu folle parce que c'est plus gononné. Monsieur, vous avez parlé des séquences des séquences régulatrices en amont. C'est-à-dire que vous avez parlé dans le cas où ces séquences-là se trouvent en amont d'un seul gène. Dans le cas où, c'est-à-dire on a des gènes qui sont contigus ou en tandem, est-ce que ces séquences ont le même effet sur les 3 gènes, les 4 gènes qui sont contigus? Oui, en fait, j'ai plus d'expérience avec les génomes de mammifères. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, mais les cas où ça fait, il y en a par exemple des gènes de la bêta-globine, c'est très connu, où en fait je pense qu'il y a 3 gènes qui sont régulés au cours du développement. Et ils sont tous contrôlés par la même séquence régulatrice. Et finalement, c'est la notion de LCR dont j'ai parlé tout à l'heure. Il vient justement de ça a d'abord été trouvé dans le gène de la bêta-globine.
Et justement, ces séquences régulatrices permettent d'activer de façon coordonnée les différents gènes. Donc finalement un après l'autre. Mais pour clarifier, chacun a son promoteur. C'est pas les mêmes. Chacun a ses C'est promoteurs. l'énonceur qui commence. Par contre, ils sont dans des énonceurs soit communs, soit aussi des énonceurs spécifiques, mais qui sont Rassemblés dans un seul voilà, domaine. dans un seul. Et chacun, il a une Voilà. action. Parce que peut-être madame qui a fait allusion à l'analogie avec l'opérant chez les bactéries, par exemple, ils sont en tandem. Oui. Est-ce que le la séquençage notion de maléfique d'opérant n'existe pas chez les eucaryotes. Chaque Un gène des est bactéries. transcrit indépendamment. Il n'y a pas pour les bactéries la même transcription, Voilà. plusieurs gènes à la fois. C'est pas Et si, oui, tout à fait. Et je ne sais pas s'il y a des énonceurs dans les bactéries ou des séquences. S'il existe, Oui. généralement il y a le promoteur bien sûr, il y a des régions régulatrices. Soit on Voilà. se fixe, c'est-à-dire on a deux types de régions, soit l'opérateur, ça c'est pour la fixation des inhibiteurs, soit la région d'attachement de l'activateur. Donc deux régions principales. L'un pour l'activateur, l'un pour le répresseur. Il n'y a pas de notion d'énonceur. Les Voilà. deux, ils font partie. C'est comme si c'est promoteur avec deux boutons. On et Ils sont off. localisés En amont. En amont. en amont, assez proche du gène. Généralement, l'opérateur après le promoteur, ok? À l'opérateur classe, Oui. on fixe l'inhibiteur. C'est après Oui, oui, c'est comme Et l'autre, Si on regarde la séquence de l'ADN, on ne peut pas prédire où se trouve ce énonceur. Et donc on verra en détail. On Justement, essaye on peut de faire voir, d'ailleurs. voir comment on peut les localiser, les identifier. il n'existe pas. Regardant la séquence, en fait, on ne peut pas vraiment prévenir. C'est quoi dégénéré? Dégénéré, c'est le même motif qui change d'une seule. C'est le même motif, c'est un nucléotide qui change parfois un seul nucléotide. Donc c'est presque la même motif, mais il y a des changements. Pour ça, voilà, pour ça on dit le mot dégénéré. Donc ça peut-être trop, vous ne l'avez pas. Il y a des motifs consensuels, mais en fait, quand on regarde vraiment au Je niveau vais des parler de séquences ça dans régulatrices, mon. ces motifs-là sont très différents. واش sur le motif de la boîte Tata, on va dire les séquences régulatrices. C'est-à-dire qu'il y a un motif connu, mais qu'il y a des séquences stimulatrices, oui. Donc, il y a un motif. En français, en français. Pardon. C'est-à-dire la boîte Tata. عندها un effet régulateur. Possède un effet régulateur sur le gène. Oui. Localisé sur l'ADN des mammifères. En plus des séquences stimulatrices qu'on trouve en amont, oui, Voilà. le motif. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est oui, pas c'est ça encore, chez Voilà. les micro. Les Si on les prokaryotes. compare par rapport aux Ouais. prokaryotes. Et chez les eucaryotes, c'est autre chose. C'est encore Ouais, plus complexe, c'est plusieurs peut-être énonceurs pour le même gène et qui se localisent peut-être à des kilobases loin de même 100 Et le kilobases. motif n'est pas encore, Ouais. c'est-à-dire. Ouais. Merci. Et même, il y a même la notion de data box, on en a parlé, donc, qui normalement est censée recruter la machinerie transcriptionnelle. Donc en fait, elle est présente finalement chez les mammifères dans très peu de gènes. Et au début, en fait, quand on a commencé à faire des études avec ça fait 20-30 ans, on avait travaillé avec des gènes modèles. Souvent sorti des séquences des virus qui ont un gène très classique. Et donc on avait trouvé des databox. Et on pensait que c'était en fait un phénomène très général. Mais quand on a séquencé le génome sanitaire, on s'est aperçu qu'en fait, il y a je pense, 10 ou 20% des gènes qui possèdent cette databox, mais la plupart des gènes finalement ne possèdent pas. Et donc justement, on essaie de comprendre comment ces gènes-là sont. La plupart des gènes sont C'est-à-dire, on a arrivé à détecter par exemple certaines choses pas stables, mais par exemple le P300 pour les énonceurs. Il y a certains facteurs qu'on retrouve presque dans tous les énonceurs. C'était un outil déjà pour localiser tous les énonceurs, même trouver des énonceurs qu'on ne connaît pas. Par exemple, la P300, ouais, tu vas parler de ça. Alors les gènes ont besoin d'un facteur de transcription. Donc pour être transcrit, c'est-à-dire une protéine. Alors ce même facteur de transcription qui est une protéine, donc,
Parce qu'elle a besoin d'être exprimée aussi, donc ça sera une boucle. Oui. Oui. Voilà. Et donc on appelle ça donc, des réseaux de régulation transcriptionnelle. Il y a un premier facteur qui va... voilà, c'est cascade. Donc qui va activer un autre facteur, qui peut être un facteur de transcription, que lui va activer pour ensuite d'autres gènes qui sont importants pour la fonction de la cellule. Et donc c'est toujours un peu la question de l'œuf et la poule, donc, parce qu'il faut toujours un premier facteur qui doit être exprimé. Ça peut être expliqué lorsque la mère elle donne un peu de son matériel de départ, le cytoplasme de la mère maternelle. Il a certains facteurs de transcription initial, c'est eux qui commencent tout au début, et après ce sera une boucle infinie jusqu'à la mort. Si cette boucle elle est rompue, ben, c'est une pathologie ou la mort. Voilà. Bactéries, les micro-organismes jusqu'à l'homme, en fait, les tailles des génomes sont toujours beaucoup plus grandes que les dimensions même des cellules. Encore beaucoup plus frappant en fait chez l'homme. Enfin, on sait que notre génome il fait donc 6 puissance 10 kilobases. Bon, si on compte deux chromosomes, ça fait 6 milliards de paires de bases. Et si on pourrait tirer l'ADN dans sa longueur, il ferait presque 2 mètres. Alors qu'une cellule, vous savez, c'est beaucoup plus petit. Donc, il faut que cet ADN soit en fait compacté en quelque sorte, et que cette compactation, si on peut dire ça en français, permette en fait la régulation des gènes, parce qu'à la fin, il faut quand même que les gènes puissent être exprimés. Donc, il faut que ça soit compacté, mais de façon très organisée. Okay. Et donc, on sait que l'ADN d'une cellule a été compacté en forme de chromatine. Donc, la chromatine, c'est une structure composée de protéines et d'ADN qui permet, un peu comme illustré ici dans ce schéma, de le compacter avec, donc d'une part, la première structure de base qui est le nucléosome. On verra plus en détail après. Et ensuite, même ce nucléosome-là, il peut être aussi enroulé pour former une structure beaucoup plus complexe, donc qui est la chromatine. Donc, même quand on regarde au microscope électronique, donc on peut apercevoir cette chromatine au niveau du noyau. Et en fait, on s'aperçoit que la chromatine peut être disposée en deux types de structures. Donc des structures très condensées, comme ici, ce qu'on voit ici, très sombre, qu'on appelle en fait l'hétérochromatine. Hétéro parce qu'en fait elle est sombre. Et dans le reste des cas, en fait, il y a une structure beaucoup moins compacte, beaucoup plus claire, qu'on appelle l'euchromatine. Okay? Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, ces deux structures, donc l'euchromatine et l'hétérochromatine, ont des fonctions très distantes et des propriétés très différentes. Donc ici, c'est un tableau en fait, qui compare différentes propriétés de l'euchromatine et de l'hétérochromatine. Donc la première chose, c'est que l'euchromatine est beaucoup plus dispersée, donc ce qu'on a vu dans la diapo précédente, alors que l'hétérochromatine, voilà, alors que l'hétérochromatine est beaucoup plus condensée. Une autre caractéristique très importante, donc c'est qu'en fait, l'euchromatine contient surtout des gènes qui sont inductibles, ou qui sont actifs dans cette cellule, alors que l'hétérochromatine contient surtout des gènes qui sont réprimés. Donc ça, en anglais. Et on verra aussi par la suite qu'en fait, cette chromatine, en fait, la partie protéique de cette chromatine, contient en fait des propriétés, sont modifiées de façon différente. On verra ça un peu plus tard. Donc, finalement, dans un noyau d'une cellule, on peut trouver la chromatine dans deux états. Un état qu'on peut appeler ouvert, donc c'est l'euchromatine, et c'est là où les gènes peuvent s'exprimer, et des régions qui sont fermées, qu'on appelle l'hétérochromatine. On va essayer de comprendre donc comment ces structures peuvent se mettre en place. Voilà ce que je viens de dire. Okay.
Donc je vous disais que les structures de base de la chromatine, c'est le nucléosome. Donc ce nucléosome, en fait, il est composé donc des facteurs protéiques qu'on appelle les histones. Il y en a 4, donc qu'on appelle H2A, H2B, H3 et H4. Et c'est donc des facteurs basiques qui en fait interagissent avec l'ADN, donc qui est plutôt positif. Et donc ça forme ce qu'on appelle un octamère d'histone, parce qu'en fait il y en a 4 histones, mais ils sont chacun en double. Donc ça fait un octamère, une espèce de cylindre. La liaison entre ces protéines et l'ADN, c'est pas une liaison ionique, on va dire. Oui, plus parce que les protéines sont plutôt chargées négativement, et c'est basique, alors que l'ADN est plutôt chargé positivement. Et donc l'ADN va pouvoir s'enrouler autour des histones, et en fait il va faire une double tour, comme marqué ici. Donc il va faire 2 tours autour de l'octamère d'histone qui est au milieu. Donc ça, c'est plutôt en fait, les données qu'on a pu obtenir grâce à la cristallographie des nucléosomes. Et donc à l'intérieur, vous voyez bien les histones avec l'ADN. Et une propriété très intéressante qu'on va exploiter dans le futur, c'est qu'en fait, les parties N-terminales de ces protéines en fait, sortent, vont vers l'extérieur des nucléosomes. Et on verra par la suite qu'en fait, ces séquences protéiques vont constituer un élément régulateur très important de la chromatine, parce qu'ils vont pouvoir être modifiés de façon post-traductionnelle et en fait influencer la structure du nucléosome. Donc, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que la chromatine elle-même peut être plus ou moins accessible. Okay? Donc il peut y avoir en fait plus ou moins des nucléosomes, et ça correspond finalement un peu à cette notion d'euchromatine et d'hétérochromatine. Dans l'hétérochromatine, il y en a plus de nucléosomes qui sont compactés, alors que dans l'euchromatine, les nucléosomes sont moins compactés. Et en fait, de façon historique, on a pu accéder à cette information grâce à une expérience qu'on appelle l'hypersensibilité à la DNase. Donc la DNase, c'est une endonucléase qui coupe l'ADN. Okay? Et si on traite une cellule qu'on perméabilise et on traite avec cette enzyme, donc la cellule, disons, vivante, cette enzyme va pouvoir accéder plus ou moins à certaines régions du génome. Okay? Et donc, comme illustré ici, si on imagine ici, il y a une chromatine, il y a une séquence, il y a une chromatine, okay? Il y a des régions où il y a moins de nucléosomes, et c'est ces régions-là qui vont pouvoir être coupées par la DNase. Et donc, si on traite une cellule par la DNase, en fait, il y a ces régions-là qui vont être coupées, donc ça va faire une cassure de l'ADN, et cette cassure de l'ADN va pouvoir être analysée, en fait, tout simplement sur un gel d'agarose, sur lequel on va hybrider le gène avec une pardon, bon, on va faire une expérience de sensor blot, je ne sais pas si vous êtes familier. Donc en fait, on transfère l'ADN sur une membrane de nylon qu'on va pouvoir hybrider avec une sonde spécifique, et on va voir en fait la taille de ce fragment génomique. Donc c'est un peu illustré. Et en général, donc, ces séquences vont correspondre donc, à des régions ouvertes de la chromatine qui sont en fait les séquences régulatrices. Et c'est un peu comme ça que de façon historique, on a pu identifier ces séquences régulatrices. On a accès à une méthode pour mapper toutes les régions qui sont ouvertes dans la génomique voilà. En général, avec la DNase sensibilité à la DNase. Donc ici, c'est un exemple de ce type d'approche. Donc au niveau d'un gène qui s'appelle CD3, qui est en fait exprimé uniquement dans les cellules T, dans les lymphocytes T. Okay? Et donc il y a une expérience donc, de traitement à la DNase, dans une position lignée, dans les cellules T. Donc qu'est-ce qui se passe? On traite les différentes cellules avec la DNase, en fait avec des quantités croissantes de DNase à chaque fois. Okay?
Et ensuite, on coupe l'ADN avec deux sites de restriction, un qui est localisé là et un là. Okay. Et en fait, la distance entre ces deux points est dans ce cas des 2,5 kilobases, okay, 2,5 paires de bases. Donc, si on fait cette analyse dans une cellule du côlon ou dans une cellule B, on voit que quand on digère, on traite par la DNase et qu'ensuite on digère par cet site de restriction, on trouve en fait le fragment attendu de 2,5 kilobases, okay, dans les cellules B et dans le côlon. Par contre, quand on fait cette expérience dans une cellule T, on s'aperçoit qu'en fait, quand on traite avec des quantités croissantes de DNase, on trouve toujours ces fragments, mais on trouve aussi d'autres fragments plus petits, dans ce cas qui font 1000 paires de bases, et qui correspondent en fait avec à des séquences hypersensibles à la DNase. Et donc en fait, quand on fait des études plus approfondies, on s'aperçoit que ces séquences-là sont en fait les séquences régulatrices du gène, qui peuvent être des promoteurs ou des élanceurs selon la partie qu'on étudie. Et c'est comme ça que de façon historique, en fait, on a pu identifier beaucoup de séquences régulatrices. Les régions sont situées au niveau de la région qui encompasse le tronc. Dans le tronc. Oui. C'est là que ça se situe, la région? Dans ce cas-là, il doit être, si la probe elle est ici, d'être située donc en KB de cette séquence-là. En amont. Voilà. Donc en gros, dans ce cas-là, il doit être quelque part ici. Donc l'enzyme de restriction coupe, comment dire, d'une manière non spécifique? Non, l'enzyme de restriction, elle coupe de façon spécifique ici et ici. Par contre, la DNase, elle va couper de façon, elle va couper là où c'est ouvert. Et dans ce cas, la région qui est ouverte, c'est cette région qui est localisée à un KB de ce site. Si on n'a pas de l'hypersensibilité, donc on aura un seul fragment de deux, c'est ça le probe qui va détecter. Donc on a un. Et puisqu'on a ce fragment qui est coupé encore une deuxième fois, donc il y a un autre site au milieu où il a coupé, c'est hypersensible. De cette manière aussi, on sait que maintenant, ces D3, par exemple, il est exprimé seulement dans les cellules T et pas dans les autres, parce qu'il est ouvert et actif seulement dans les cellules T et pas dans les autres, il est fermé, donc il n'est pas actif. Et c'est pour ça aussi, en fait, souvent quand on voit ce qu'on voit dans la littérature, quand on fait référence à des séquences régulatrices, on les appelle en fait sites hypersensibles, donc souvent HS, Hypersensitive Sites. Et donc on peut en avoir plusieurs, donc HS1, HS2, HS3, et en fait chaque site correspond en fait à un élément régulateur. Donc on a vu que cette chromatine peut être en fait l'accessibilité à cette chromatine peut être modifiée, parce que selon le type de cellule, elle peut être plus ou moins ouverte à une région spécifique du génome. Et donc la question c'est comment cette chromatine peut être modifiée de façon justement à permettre l'expression des gènes. Et en fait, il y a surtout deux phénomènes ou deux mécanismes qui ont été identifiés. Le premier, c'est qu'on appelle en fait, donc, en anglais chromatin remodeling, c'est-à-dire remodélage de la chromatine. Okay? Donc on va faire changer en fait la position des nucléosomes, on verra ça comment. Et l'autre mécanisme, je parlais tout à l'heure, c'est la modification post-traductionnelle des histones, qui va engendrer un changement de structure de ces nucléosomes. Donc, le premier mécanisme, donc le remodélage de la chromatine. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est un processus actif qui en fait a besoin, comme indiqué ici, a besoin de l'ATP. Et en général, en fait, on appelle ces complexes, je ne sais pas si c'est marqué ici, en fait, on les appelle ATP Remodeling Complex, parce qu'ils ont besoin de l'énergie. Et en fait, comment ça marche? En fait, c'est une espèce de... Donc, c'est des gros complexes protéiques qui vont en fait pouvoir se fixer au niveau de la chromatine et soit enlever les nucléosomes directement, soit les déplacer. Dans ce cas, c'est le cas ici où on enlève, mais on peut aussi avoir
des cas où en fait on déplace tout simplement les nucléosomes. Donc c'est en fait des espèces de machines, un peu comme des tracteurs, qui vont bouger vraiment de façon physique les nucléosomes. Et évidemment, ces phénomènes peuvent être régulés parce que ces facteurs protéiques ne peuvent pas se fixer n'importe où dans la chromatine, mais en fait ils ont besoin d'être recrutés par les facteurs de transcription. Et finalement, un des rôles des facteurs de transcription, une fois qu'ils sont fixés sur les séquences régulatrices, c'est de recruter, d'amener ces complexes protéiques, eux, vont avoir vraiment vont faire le vrai travail d'ouvrir la chromatine. Donc, l'autre mécanisme, c'est les modifications post-traductionnelles d'histone. Et en fait, donc on savait depuis pas mal de temps que les extrémités interminales des histones pouvaient être modifiées de façon post-traductionnelle. Elles peuvent subir différents types de modifications qui sont illustrées ici. Donc de l'acétylation, de la méthylation, phosphorylation ou liquidylation. Mais ce qu'on sait depuis finalement assez peu de temps, peut-être 10 ou 15 ans, c'est qu'en fait, toutes ces différentes modifications vont avoir un rôle très très important au niveau de la régulation des gènes. Et c'est ce qu'on appelle, donc on le verra plus tard, on fait l'hypothèse du code histone. Parce que finalement, c'est marqué ici, voilà, toutes ces différentes modifications qui vont avoir lieu au niveau des extrémités interminales vont servir finalement comme un code pour la cellule qui va pouvoir être lu de façon à dire, voilà, dans 5 régions précises de la chromatine, il faudrait l'ouvrir ou il faudrait la fermer. Okay? Donc c'est pour ça qu'on appelle, qu'on donne la notion de code histone. Donc j'ai mentionné ici en fait quelques exemples importants. D'une part, donc on a dit qu'il y a plusieurs modifications qui sont possibles, et ces modifications vont avoir donc des effets précis. En général, l'acétylation qui a lieu au niveau surtout des résidus de lysine est surtout associée à l'activation. Donc quand ces histones, ça veut dire les histones H2 ou H3 ou H4, quand ils sont acétylés, c'est un message pour la cellule pour dire qu'il faut ouvrir cette région de la chromatine. Okay? La méthylation, en fait, elle est un peu plus complexe parce qu'en fait, selon le type de lysine ou d'arginine qui est méthylé, ça va avoir une fonction différente. Donc, par exemple, si on méthyle la lysine qui est en position numéro 4 de l'histone H3, donc je reviens sur la diapo d'avant, si on prend l'histone H3, voilà. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a surtout 2 lysines, une qui est en position 4, une en position 9, et il y en a une autre en position 27, mais qui n'est pas marquée ici. Et donc, tous ces lysines-là peuvent être méthylées. Donc, si on méthyle en fait la lysine, si la lysine en position 4 est méthylée, c'est plutôt un message d'activation. Par contre, si elle est méthylée au niveau de la lysine 9 ou de la lysine 27, c'est plutôt un message de répression. C'est une chromatine fermée. Et de la même façon, la phosphorylation, qui a lieu au niveau des sérines ou des thronines, peut avoir aussi des effets d'activation ou de répression. Okay? Donc, on comprend bien que si on peut étudier ces modifications de façon précise au niveau des gènes, on peut sortir l'information, est-ce que cette séquence régulatrice est active ou réprimée? Est-ce que le gène a une potentialité pour être exprimé ou pour être plutôt réprimé? Donc, ces modifications sont faites par des enzymes, et souvent des enzymes qui sont dans des complexes, et donc ces enzymes elles-mêmes ont finalement un rôle activateur ou répresseur, selon qu'ils vont méthyler, qu'ils vont acétyler, ou aussi enlever la modification. Et donc, les enzymes les plus caractérisés, donc c'est ces deux que je montre ici, d'une part, donc les HATs, sont les histones
acétyltransférase, donc celles qui mettent la marque d'acétylation, et les complexes, donc HDAC, ou histone diacétyl, histone diacétyl complexe, ou les complexes de diacétylation. Donc, les premiers, en fait, leur rôle, c'est d'acétyler la chromatine, ok? Et en général, ces protéines-là, on les appelle des coactivateurs, parce qu'une fois qu'ils sont recrutés au niveau des gènes, ils vont donc acétyler la chromatine et permettre l'expression de ces gènes. Okay? Et de l'autre côté, les complexes HDAC vont en fait enlever l'acétylation, okay? Et c'est souvent des complexes qu'on appelle répresseurs, parce qu'ils enlèvent l'acétylation et du coup la chromatine devient à nouveau fermée. Et ce qui est intéressant, j'en parlerai un peu plus tard, c'est que puisque c'est des enzymes et qu'elles jouent un rôle essentiel dans la cellule, elles peuvent être aussi cibles de thérapies. Et souvent maintenant dans les cancers, c'est très commun qu'on utilise des inhibiteurs des histones d'acétylase, parce que finalement ça tue les cellules qui sont en prolifération. Parce que c'est un phénomène tellement important que si on inactive la cellule là. Donc c'est souvent des cibles dans les thérapies contre le cancer. Donc voilà, je vais déjà parler de ceci. Donc le code, l'hypothèse du code histone, qui, en fait, derrière cette hypothèse, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'en fait, plusieurs modifications peuvent avoir lieu au même temps, okay? Et que selon la combinatoire de ces modifications, ça va donner plutôt un message d'activation ou d'inactivation. Peut-être il y a des gens qui vont se demander si on a deux marques qui sont opposées, une activatrice et l'autre inhibitrice sur la même séquence. Il y aura quel effet? Est-ce que c'est possible déjà d'avoir les deux? Tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle les domaines bivalents. En général, c'est qu'on retrouve, dans certains cas, on retrouve à la fois une méthylation de la lysine 4, qui est plutôt activatrice, et une méthylation de la lysine 27, qui est inhibitrice. Et en général, ces gènes-là sont inhibés, mais par contre, ils ont le potentiel de devenir actifs beaucoup plus facilement. Et c'est souvent des gènes qui sont importants au cours du développement, dans l'embryogenèse. Parce qu'en fait, au départ, ces gènes-là ne sont pas... Donc, on les démarque, donc c'est le domaine bivalent, ok? Et ensuite, c'est des gènes qui vont être soit exprimés dans un tissu donné, mais réprimés dans un autre, de façon définitive, parce qu'on n'aura finalement plus besoin pour ce tissu-là. Donc, ces gènes-là vont devenir... Dans le tissu, ils vont être activés, ils vont perdre la lysine 27, et ils vont devenir de façon active, de façon permanente. Mais de l'autre côté, ils vont perdre la lysine 4, et là, ils vont devenir réprimés de façon permanente. Donc, c'est tout à fait... Donc, c'est la notion des domaines bivalents. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait deux aspects dans la notion du code. D'une part, la combinatoire de ces modifications, qui donne un message. Mais si on parle de message, c'est parce que c'est lu par quelqu'un, par quelque chose. Et donc, ça implique en fait qu'il y a à nouveau des complexes protéiques qui vont pouvoir lire ces modifications. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est effectivement qu'il y a des complexes protéiques qui ont des domaines protéiques bien définis qui permettent de lire de façon spécifique les différentes modifications. Donc, il y a des protéines, par exemple, qui vont lire uniquement la méthylation quand elle est dans la lysine 4. Donc, c'est des complexes activateurs, à nouveau. Et il y a des protéines qui vont lire de façon spécifique la lysine 27. Et donc, c'est des protéines de complexes répresseurs. Donc, un complexe, il ne peut pas lire une autre marque. Donc, on voit qu'il y a deux types de complexes. Ceux qui vont écrire le message. Donc, c'est les enzymes de modification qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, il y a des complexes qui vont lire le message. On appelle ça en anglais des readers. On peut comparer ça à un outil militaire, par exemple, de transfert de données secrètes. Tout à fait ça. Donc,
une armée, elle a sa machine spécifique pour écrire un message de morse, je sais pas quoi, de n'importe quel langage. Et c'est l'autre qui n'a pas, il lui faut l'appareillage approprié aussi pour lire cette marque. Et l'autre armée aussi, il a une autre appareil pour mettre le signal. Il faut l'appareil associé aussi pour lier les deux. Voilà. Donc je remets la diapositive de tout à l'heure pour justement approfondir un peu sur la deuxième partie. Donc la première, c'était l'assemblage de ces facteurs. On disait que le fait qu'ils se fixent en eux-mêmes n'a pas encore un rôle activateur, mais justement, ils vont recruter des cofacteurs. Et dans ce cas, donc, dans le cas précis de l'interféron bêta, ils vont tout d'abord recruter une enzyme qui en fait c'est une acétylase, qui s'appelle dans ce cas la GCN5. Okay. Et cette enzyme va acétyler les nucléosomes qui sont autour. Okay. Et une fois acétylés, en fait, ils vont pouvoir être reconnus par des complexes activateurs qui sont en fait couplés à des complexes de remodélage. Et dans ce cas, c'est le plus connu, ça s'appelle Swiss-Nif, qui était trouvé d'abord chez la levure. Et donc, ces complexes-là vont pouvoir reconnaître que c'est acétylé. Et donc, ils vont être recrutés et ils vont modifier, ils vont déplacer le nucléosome. Donc, on voit que ce nucléosome qui est ici, qui cache en fait le début du gène, va pouvoir être déplacé. Donc, ça, on a vraiment pu l'observer in vivo. Et une fois déplacé, en fait, il va découvrir, on va y mettre, en fait, il y a la tatabose qui va devenir visible, qui est là, qui va pouvoir être fixée par les facteurs généraux de la transcription et recruter la polymérase. Donc on voit que en fait il y a plusieurs étapes qui vont conduire finalement à l'activation du gène. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement avec les outils modernes de la biologie moléculaire, on peut finalement analyser ces différentes étapes. Et donc c'est une technique qu'on va voir plus tard qui s'appelle la technique de Chips, okay, qui nous permet en fait de regarder la fixation de chacun de ces facteurs au niveau de la chromatine. Et on peut vraiment suivre cette dynamique. Okay. Donc on peut conclure cette partie donc en rappelant que les nucléosomes sont les structures de base de la chromatine, que les séquences cis-régulatrices actives sont justement localisées dans les régions ouvertes de la chromatine, et finalement que la présence de modifications spécifiques au niveau des histones peuvent correspondre à des séquences ouvertes ou fermées, donc inactives de la chromatine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une pause maintenant ou... Oui, on fait le gel et après on revient pour la deuxième partie. ماشي مليح. كاين اللي يسجلوا ما يجوش البارح ويجوا اليوم، كاين اللي يسجلوا يجوا البارح وما يجوش اليوم. هذه سي ان ورك شوب، سي ترافاي كونتيني، ماشي تاع روح تكسر تفرج وروح سينما. اوكي بون نورمالمون نديرو في ذاك الجيل صغير، بصح عندنا بروبليم الجيل صغير اللي فات غير ان جيل. اوكي وحنا عندنا دو جيل باسكو عندنا لي زيشونتيون تاع 12 تاع لي كروموزوم محاصين و6 تاع لي بلازميد. دونك سي بور سا اللي درناه في الكبير باش كاع لي زيشونتيون تاعنا نديرولهم لاشارج. بون لي زيشونتيون تاعكم هذا كاع لي كروموزوم هامين ديجيري، النص درنا له البارح ليغاسيون والنص خليناه باه نشوفوه في الجهه وحاصين عليه. داكور ودرنا 6 تاع كروموزوم تاع بلازميد بالك هنا ديجيري. بون بور شارجي لي زيشونتيون دون لو جيل كون نرفدوهم كيما راهم هكا ما تشوفوهمش ويروحوا لكم. دونك لازم لهم حاجه يسموه لو طومبون دو شارج، لودينغ بافر، طومبون دو شارج. طومبون دو شارج هذا ويني اوكي فيه دي كولورون بروموفينول بلو علاه
باش تشوفي لا ميغراسيون شوفي لا موند ولا لا. هذه حاجه. في حاجه واحده اخرى فيه سوا لو غليسيرول لو سيكروز بور الوردير باش يهبط ليشونتيون تحت في البول ما يروحلكمش. دونك هذا اللي كونسونطري 6 فوا. اوكي ça veut dire la concentration finale doit être une fois. Donc لازم نحطوا le 1/6 تاع لو فوليوم. لو فوليوم تاعكم هذه كاين راهم باشكال غريبه عجيبه، واحد كبير واحد صغير مانيش عارف شنو صرا. على كل حال مانيش عارف نحطوا ان فوليوم هكا نورمالمون اجستي على تاعي شيخ نقدر اجوز نحوس انايا ونشوف هكا نعجب. شوف لا موين، شوف لا موين تاع لي فوليوم. بون نديرو 3 ميكروليت جينيرالمون بور 20 ميكروليت. ان سيزيام تاعها ابوبري 18 لو 6. اوكي نديرو 3 ميكروليت. داكور. عطيني تشوف وحده تاع 20. عطيني وحده تاع 20 من دوك الشابين اللي منا. مراكش. هذه خاطين. هذيك هذه شابين. عطيني تشوف الجون. بون نديرو 3 ميكرو. تتفقوا على 3 ميكروليت ها؟ صح. كاينه حاجه فاني كده بور ايفيتي الغاسبياج تاع هذا سيرتو هذو لي جون باسكو شويه عزاز. لا كيف ندير انا جينيرالمون كيف ندير نرفد لو 3 ميكروليت تاعي. اوكي نحطها لداخل كي نجي نرفد من بعد نرفد بها. داكور باش ما نضلوش كل مره اون فوا بور لازم الواحد يعرف كيف يبلاني فيها الحوايج. بون ندير هذه وتاع ليبري. بون فاصون هذه سهله هذه سهله. صح هي كيفاش تديروا لا مغطي الرجال يخص شويه. عبله صنعتي الاخر تاعو انا ندير زي بلا واحد شوف يزيد له واحد شويه برك. عنده صاي. كاينه حاجه اخرى في لا ميغراسيون كي ديروا دائما ديروا معكم ان ماركر دو طاي. هذو يتباعوا الطاي تاعهم كون باش تعرفوا هما لا طاي تاع الفراغمون تاعكم. ونبدا ندير انا الاول برك و نديرو نقسمو لستة. نزيد بون نبدا بالاول نديرو نخلو لو بوي الاول فور لو ماركر يبقاو لنا واش عار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نيشان. اوكي بون عندنا ابري 20 ندير 23. اوكي صدير اللي كاين كاع اللي هنايا باسكو لي فوليوم قلت لهم ايروني دونك ابري كاع في كلشي كاين. Ça dépend. Bon. الحاجة المهمة صديرو هي ايفيتي لي بولدار. اوكي هنايا هذه تعلموا طلعوا غير بالعقل ماشي رافيدمون. اوكي بون مش عارف لازم تشوفي لو بوي خرجها ما خرجش لا بولدار ونقيسري بشوية. ما تروحوش بالغصب باسكو يطلع لكم غير شويه. صحيح صحيح ماشي غير بالعقل
كي تقوي لاخوص دير البنابل قويش طقاش طقي واحد القطره صغيره هي اللي تقيدي ماشي هكا ماشي هكا ماشي هكا لازم تكوني فهمتي؟ باش تقبضي الاخر باسكو ديري هكا يدك تهرب لك لازم تفيزي مليح ومن بعد طقي قطره قطره طقيها القطره هذيك توري لك وين صاي ومن بعد تبدا الشيخ ديالي حتى الان تبقى زميجه حطي يدك على الاخر ماشي هكا شنو كنت نوري لك انا ولا يديك هكا وقبل حي على النار entre les doigts, entre les doigts. Voilà. C'est بشوية. راح تفوق بين البويتي تحت. لا 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 حبسي. كون مهبطه تحت نسقوا بالبوي صاي الشوطي تاعك يهبط تحت خاطر كي نحسوا الشيخ بالبروسيدور بوزيسيوني روحك كيما تبغي بصح شويه ماشي كيما هكا فهمتي ها لازم هكا بالعقل وخدمي فيها كل هذاك كيما وريت حطي زيد قدم الكوي باش تشوف الكوي مليح ايوا صلى عليه هبط لي برقه هاي طلق قطره ثقيله ما تشوف حبس طلع انا نقول لك طلع اسمع الجل تاعك هذا صوابا البيان تاعك هذا صوابا كاع كاينه حاجه في هذه محمد وي ماهوش راه يفيد في الفيديو عاود دخل حبش كاع تاعك حبش كاع طلع عافي منك ابوي